Nous sommes au début des années 1970, dans les rues de Roubaix, dans le nord de la France. Un homme, d'origine africaine, traverse la foule qui est venue le saluer. Une foule belge en majorité, qui lui prête des pouvoirs de guérisseur, à la limite de la magie. Et qui ont fait de ce Mamadou un phénomène que même la télévision flamande est venue ce jour-là rencontrer. Vorige zondag te Roubaix gold alle belangstelling deze man, Mamadou. Hij is een 66-jarige Senegalees die sedert 1946 de chiropractie beoefent. Of het kraken, een alternatieve medische behandeling, zeg maar. Courage et confiance. Merci. Merci. Courage et confiance. Courage et confiance. Monsieur, il est venu sur une ambulance. C'est exact. Il est venu sur une ambulance. Eh bien, il va vous l'expliquer après. Couché par terre. Une seconde après, il marche. Eh bien, j'ai été amené ici en ambulance de la Croix-Rouge, de Courtrai. Je ne pouvais plus bouger du tout. On m'a transporté dans le cabinet de Mamadou et je suis ressorti, comme vous me voyez ici. Depuis, je joue au tennis, tout est parfait. À l'âge de 21 ans, il arrive à Roubaix. Il ne parle pas français. Il est un des rares Africains dans une ville industrielle, riche et blanche. À Roubaix, c'est ici que commence l'histoire de Mamadou. Sur un ring de boxe. C'est lors d'une escale à Rio de Janeiro que le matelot gagne son premier combat. Lorsqu'il s'installe en France, le boxeur nègre, comme on l'appelle, devient vite connu des salles de boxe des deux côtés de la frontière. Près de 300 combats qui le firent voyager jusqu'en Australie et fondé en 1941 le Boxing Club Colonial de Roubaix. Le club existe toujours, même si le mot colonial a disparu de son nom. Mamadou fut ici entraîneur jusque dans les dernières années de sa vie. C'est lors d'un combat de boxe que Mamadou a une révélation. Un jour, il blesse son adversaire qui perdra la vue. Mes mains, se dit-il, ne doivent plus servir à blesser, mais à soigner mes prochains. Dans les années 60 et 70, chaque week-end, le quartier de Mamadou était pris d'assaut par les malades venus de Belgique. En Flandre, la chiropraxie n'existait pas, et il fallait donc franchir la frontière, comme on va en pèlerinage, pour espérer une guérison miraculeuse. Achille est toujours en contact avec certains patients. Quelle impression avais-tu en voyant la maison de Mamadou de l'extérieur? Tu peux encore te l'imaginer, cette maison? Oui, je peux encore me l'imaginer. Ce n'était pas une grande maison. Et il y avait toujours beaucoup de voitures. J'étais obligée de chercher pour pouvoir me garer. Je m'en souviens. Et la porte était toujours ouverte. Il y avait du monde même dans le couloir. Certains samedis, je me souviens qu'il traitait quelques 120 personnes. Oh oui, sans doute. Et souvent, ayant du mal à se concentrer à cause de tout ce beau monde autour de lui, il interpellait les gens pour qu'ils arrêtent de se parler. Et il criait « Silence !» Et puis je trouvais qu'en sortant de chez Mamadou, j'avais de l'énergie. Je trouvais cela troublant, parce que dès que j'arrivais chez moi, j'étais toujours capable de faire beaucoup plus. Je ressentais comme une espèce de renaissance. Tu avais été chez lui, cela t'avait fait du bien, tu te sentais mieux, et tu avais un nouveau potentiel d'énergie pour continuer. C'était un don qu'il avait, être en mesure de définir précisément où était la cause de la souffrance. Il était connu par le bouche à oreille. Il est évident que ce qu'il faisait, ce n'était pas des fables. Il suffisait de voir les chaises roulantes et les béquilles laissées sur place
par des malades qui n'en avaient plus besoin. Oui, des personnes qui arrivaient avec des béquilles et qui repartaient sans. Je l'ai vu, c'est vrai. 5 jaar gedragen, 2 maal geopereerd en door Mamadou genezen. Voilà. Opéré 2 fois, je le guéris quand même, et il travaille pour sa famille. Avant de soigner quelqu'un, on doit prier le bon Dieu, parce que si on a ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. Il faut demander la grâce du ciel pour guérir le plus possible. Et moi, je veux guérir du monde. Pour bien faire voir la médecine, que ce n'est pas le diplôme qui guérit, moi c'est la preuve. Mamadou est né musulman au Sénégal. Il devient catholique pour épouser Alice, une employée de banque de Roubaix, une de ses patientes. L'église se passionne pour le guérisseur. On organise des messes pour le célébrer. On l'invite à Lourdes. Les religieuses de la ville créent des chansons en son honneur. Bon appétit à tous. Soyez remerciés, qu'un jour tous les docteurs ouvrent leurs yeux fermés. Vive Mamadou, ce noir de chez nous, qui soulage et guérit partout chez lui. Vive Mamadou est presque béatifié par les fidèles catholiques français et belges. En Flandre, le maire de Dintergem possède même sur sa commune une chapelle qui lui est dédiée. Une chapelle financée par une famille de la noblesse locale, la famille de Wesker, dont la marquise a été soignée par le guérisseur. Ça, c'est la chapelle de Banneux. Et ici, il y a une plaque que cette chapelle a été érigée par la famille de Wesker par remerciement pour une guérison remarquable dédiée à la Sainte Vierge de Banneux. D'après moi, ça, c'est la raison qu'elle a une certaine gratitude envers Mamadou. Et ça, c'est la raison pour laquelle elle a voulu notifier cette gratitude. 10 ans après, il y avait une activité de commémoration à l'occasion de 10 ans de cette chapelle en présence de l'évêque de Bruges. Et le médecin Mamadou était aussi à Dintergem, donc dans l'année 58. En 1975, Achille de Vuist et Mamadou Ndiaye organisent un voyage au Sénégal pour retrouver les racines du guérisseur. Mamadou soigne un passager dans l'avion avant de retrouver ses proches et les lieux où il a vécu, enfant. Je suis venu au monde à côté de cet arbre. Le 26 octobre 1909, c'était 6 heures du matin quand je suis venu voir un gros arbre qui s'appelle, l'arbre s'appelle Guy Djangor, un grand arbre, très grand. À chaque étape, les mêmes scènes. Il manipule ceux qui souffrent devant lui.
Avant qu'il ne quitte le Sénégal et s'embarque sur un bateau à 12 ans, sa mère lui avait confié qu'il avait un don. Le jeune adolescent savait déjà soigner avec ses mains. Une pratique alors répandue en Afrique de l'Ouest. Mais c'est en arrivant en France que Mamadou apprend à manipuler les vertèbres. Dans un train, il rencontre Victor Pochet, un Amiénois, le plus célèbre chirurgien du début du XXe siècle. Mamadou apprend l'anatomie dans son livre. Les deux hommes débutent une relation qui permettra au chiropracteur de nourrir sa pratique des connaissances scientifiques de l'époque. Le Sénégalais n'a aucun diplôme et sa spécialité, la chiropraxie, n'a aucune existence administrative. Au sommet de sa gloire, Mamadou a rendez-vous avec les tribunaux. C'est cet article qui a provoqué la colère des médecins qui ont déposé plainte. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici en me disant qu'il doit y avoir des jugements qui ont suivi cet article. Et effectivement, les journaux ont dit que c'est cet article qui a provoqué les poursuites pour exercice illégal de la médecine. Le juge d'instruction prend l'affaire au sérieux. À Roubaix, c'est devenu la coqueluche. Mamadou, les gens viennent chez lui avant d'aller chez le médecin. Et ça devient très gênant. Donc le juge d'instruction, il va interroger 36 médecins. Donc il fait son boulot, il fait un boulot approfondi. Et il se rend compte que la moitié des médecins interrogés envoient les malades dont ils ne savent plus quoi faire chez Mamadou. Alors la justice va dire, écoutez, oui, vous faites de l'exercice illégal de la médecine, mais vous êtes un brave type. Et il est relaxé sur le fait qu'il n'a pas d'intention délictuelle. Et ça va le sauver pendant une douzaine d'années. La chiropraxie, est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. Si on ne connaît pas la façon de mettre les vertèbres à plat, c'est très, très dangereux. Alors pas tout le monde sait le faire? Non. Il y a des docteurs qui veulent le faire, mais ils ne connaissent pas, qui sont tirés, qui tirent même, qu'ils ne veulent plus le faire. Il y a des chiropracteurs qui l'ont fait, qui continuent de le faire, mais ils ne connaissent rien du tout. Ils sont là que pour gagner l'argent, mais pas pour guérir. On ne peut pas aller voir un chiropracteur pendant 1 an sans être guéri, ça n'a pas la peine de tourner. Est-ce que vous savez guérir tout? Tout ce qui vient de vertèbres, c'est le guérir. Mais ça ne sait pas guérir le cancer. Ça ne guérit pas la tuberculose. Entre 1957 et 1967, il y a une nouvelle profession qui va s'organiser. C'est la profession des ostéopathes et des chiropracteurs. Et qui va être reconnue par la loi. Et qui est une profession ouverte aux seuls médecins. Donc c'est cet ordre qui va attaquer Mamadou sur la base non pas de l'exercice global de la médecine, mais d'une spécialité. Il y a une manifestation qui s'organise quand il y a le procès. Il y a 300 personnes qui viennent au tribunal pour soutenir Mamadou. Il y a 21 témoins qui viennent pour le soutenir et dire au tribunal tous les bienfaits qu'ils ont eus de Mamadou. Et à la fin du compte, il va rendre un jugement très sévère, puisque Mamadou est condamné à fermer son cabinet, il est condamné à une amende, il est condamné à des dommages et intérêts pour l'ordre des ostéopathes, et on va saisir sa table de travail. André Diligent fait appel le jour même, pour éviter la saisie, pour éviter la fermeture. André Diligent et cet avocat, qui est devenu maire de Roubaix par la suite, s'est pris de passion parce que, pour des raisons personnelles, il avait une confiance relative dans la médecine officielle. Et en cours d'appel, il va se trouver devant un magistrat beaucoup plus ouvert, beaucoup plus clément, beaucoup plus, d'ailleurs gêné, parce qu'il a été soigné par Mamadou. Et ça se termine par une condamnation extrêmement légère. Ce qu'il faut savoir, que l'exercice illégal de la médecine, c'est punissable de 2 ans de prison. Et à l'époque, de 100 000 francs d'amende. Aujourd'hui, c'est 30 000 €. Et toujours les 2 ans de prison. Donc, c'est quand même pas des petites infractions. C'est quelque chose, à chaque fois, il risquait sa liberté, M. Mamadou.
On voulait me punir en disant que dites que les vertèbres se déplacent pas. J'ai dit non, monsieur, je ne le dirai pas. Couper ma tête, ma langue, il sortirait, il dirait encore les vertèbres se déplacent. Devant le tribunal, vous avez fait quelque chose avec un mouton. Avec un mouton, c'est des quartiers à mouton, craqués en 4 parties. Il n'y a aucun docteur qui peut le faire marcher. Moi, je le fais marcher. On est en 1972, nouvelle enquête, et il repasse devant le tribunal correctionnel quelques jours après le décès de son épouse. Et la greffière vient le voir. La greffière vient le voir devant le tribunal. Elle dit, mais vous savez, monsieur Mamadou, moi aussi je souffre. Et il va la manipuler devant le tribunal, il va la guérir instantanément. Et donc, non seulement l'avocat a montré que 54 000 personnes soignées et guéries par Mamadou, c'était un argument suffisant pour lui faire éviter la punition, mais aussi que toute personne qui venait à lui, eh bien, il tenait compte de sa douleur pour la soulager. La leçon de tout ça, c'est qu'à chaque procès, il y avait des articles dans les journaux et ça lui faisait une publicité extraordinaire. Donc à partir de là, la justice a compris qu'elle agissait contre l'esprit de la loi et va le laisser tranquille jusqu'à son décès. Le docteur Lecru était un de ces médecins qui envoyaient ses patients chez Mamadou, notamment Annick, une ancienne catcheuse. Tous deux retraités, ils se souviennent parfaitement du climat de l'époque. Lorsque, moi comme les autres, on va y arriver quelqu'un pour une histoire d'épaule ou de genou, hein, on lui donnait un traitement, ça marchait pas, on lui en donnait un autre, ça marchait pas mieux. Bah ouais. Le patient lui disait, et si j'allais voir Mamadou? Ah bah oui, tu peux essayer. Bah ouais. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Et alors, bon, au départ, on ne donnait pas de papier. Au départ, on ne donnait pas de papier, mais on a donné les papiers dans un deuxième temps, lorsqu'il nous l'avait demandé, mais ne précisant pas que le papier était destiné à lui. Parce qu'on pouvait très bien le donner au patient pour aller voir un médecin, et que lui, il allait voir Mamadou avec ce papier. Donc c'était un petit peu jésuite, mais on n'était pas punissable et on n'emmerdait personne. Qu'on le veuille ou non, c'était pas un notable, mais c'était une curiosité municipale, mais il ne donnait pas priorité à ces gens de la haute. Le petit malheureux leur sonnait comme un autre. Et quelle que soit sa nationalité, c'était un homme exceptionnel. Et compétent. Monsieur le téléviseur, là, voilà. Si le docteur est capable de faire la même, qu'ils font la même chose. Il y aura moins de malades, mais ils ne le font pas. Voilà. Ce que tu oublies de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de docteurs qui allaient le voir aussi. Hein. Ah oui. Ah, mais il était très discret en ce qui concerne... Et les prenait du dimanche exprès pour pas tomber sur les gens, vous savez, la semaine, qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dit bah, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire le docteur là? Tandis que là, il les prenait vraiment en privé. Non. Ah, il les prenait en privé. C'était une reconnaissance privée de ses talents. Voilà. Moi, je trouve qu'il y aurait mérité quand même, ou d'avoir une plaque sur son mur, un truc comme ça, en commémoration. Voilà. Il n'y a pas de plaque, pas de nom de rue. Mais il y a ce vitrail qui a fait renaître son histoire. Il trône désormais dans le musée de la piscine à Roubaix.